Nous sommes croisés une seule fois entre deux halls du SPACE à Rennes, où nous vous avons remis le contrat, le deuxième contrat de lait avec Paul Le Montballon, et nous ne nous sommes pas revus. Donc c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans la coordination devant notre syndicat et que vous pouvez affirmer ainsi que vous êtes le ministre de tous les agriculteurs. Est-ce lié au fait que la CR vient de fêter ses 18 ans, l'âge de la majorité? Alors, Monsieur le Ministre, je vais être bref parce qu'après, je sais que votre temps est contraint et que donc on peut vous laisser la parole et que vous avez donc aurez des réponses à nous apporter. Et mon intervention va s'articuler autour de 3 points essentiels pour l'agriculture de demain: la contractualisation, la TVA sociale et la PAC 2013. J'affirme, Monsieur le Ministre, ne pas être opposé à la contractualisation si elle s'inscrit dans un partenariat gagnant. Par un décret du 31 décembre 2010, vous avez donné tout pouvoir aux transformateurs en les obligeant à proposer un contrat à leurs producteurs au 1er avril 2011. Ce contrat imposé, donc difficilement équitable, puisque non négocié avec les éleveurs. La grève du lait, encore présente dans tous les esprits, a permis aux producteurs de comprendre que ces contrats, sans organisation de producteurs non commerciales et transversales, ne garantiraient à rien leur revenu. Il se traduirait par une soumission encore plus grande à la loi du plus fort. Résultat, 95% des éleveurs n'ont pas signé ce contrat et ont continué leur campagne laitière comme les années précédentes. Même la FNPL, qui faisait la promotion de ces contrats, a fini par appeler à ne pas les signer. Pour les fruits et légumes, cette marche forcée a provoqué un rejet unanime par les producteurs et les acheteurs qui se voyaient contraints de se lier pour 3 ans. Les acheteurs ont été tentés de s'approvisionner avec des produits d'importation pour éviter les lourdeurs administratives. Certaines, et je pense à Côte de France par la voix de Philippe Mengin, ou à Sophie-Protéol par la voix de Xavier Belair, vous en faites croire que les contrats fixent les prix sur 5 ans. Ils vous trompent, ce n'est qu'un artifice de communication. Ils ne rêvent que de nous enchaîner à l'agro-industrie pour nous faire devenir des producteurs de matières premières à bas coût. Je reste sur le lait encore un peu parce que le lait, c'est quand même un bon exemple pour nous. Avec l'Office du lait, nous avons proposé un autre contrat que celui de la FNPL. Nous réaffirmons tout simplement que sans organisation de producteurs non commerciales et transversales, nous conseillons à nos producteurs de ne pas signer les contrats. Monsieur le ministre, vous nous aviez promis de convaincre la Commission européenne de pouvoir mettre en place ces organisations de producteurs. Qu'en est-il et quand prendrez-vous les arrêter? Alors, pour finir ce chapitre de la contractualisation, parlons des interprofessions. Voilà un outil parfait pour encadrer la contractualisation. Parfait? Oui, mais au même d'un seul syndicat. Après le départ de Jean-Michel Le Métayer, qui faisait un point de crispation sur l'ouverture des interprofessions, partout, y compris au ministère de l'Agriculture, on nous a dit de patienter. On nous a dit que la situation de la FNPL était intenable et que toutes les organisations de producteurs siégeraient autour de la table. Nous savons que ces interprofessions relèvent du droit privé, mais que leurs cotisations volontaires sont rendues obligatoires par décret. Monsieur le ministre, je vous le demande, menacez les interprofessions de ne plus valider le caractère obligatoire des CBO et vous verrez que les négociations s'accéléreront. En 2004, pour notre congrès d'Amiens, Henri Guénaud, qui n'était pas encore le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, faisait déjà la promotion de la TVA sociale devant nous. Celle-ci s'impose aujourd'hui dans le débat de l'élection présidentielle, car le mode de financement de notre protection sociale fonctionne en fait comme une taxe à l'export et une subvention à l'import. Pour la coordination rurale, la TVA sociale a le mérite de répartir la charge sociale sur l'ensemble des citoyens consommateurs qui profitent de cette haute protection sociale plutôt que sur les seuls actifs. Elle permet dans le même temps des exportations allégées du coût de notre protection sociale et des importations qui elles, la financent. Le Danemark l'a instauré en 1987, l'Allemagne en 2007
et l'Italie viennent de décider sa mise en place. Depuis 3 ans, d'autres États membres de l'Europe ont augmenté leur taux de TVA au-delà de 20%. Pourquoi cela serait-il tabou en France? Bien conscient des difficultés d'appréhension des corps intermédiaires, je réitère notre proposition de faire de l'agriculture un laboratoire d'essai pour la TVA sociale. Les caractéristiques de notre secteur sont son grand potentiel d'emploi, sa forte exposition au dumping social et son taux de TVA réduit à 5%. À ceci, il faut ajouter que le fait que l'agriculture dispose de son organisme de protection sociale, la MSA. En France, nous avons les terroirs, le climat, une haute technicité, des agriculteurs, et pourtant nous importons des fraises allemandes, des melons espagnols, et nous perdons des marchés export dans le secteur de la viande. Ces productions utilisent beaucoup de main-d'œuvre dont le coût horaire est supérieur à celui de nos collègues européens. En ces temps de crise majeure, de remontée du chômage, l'agriculture peut très vite redevenir un gisement d'emploi et donc de richesses non négligeables grâce à la diminution du coût de la main-d'œuvre permis par la TVA sociale. Alors, Monsieur le Ministre, dans le respect du modèle français, qui ne doit pas créer des sous-emplois mal rémunérés, je vous demande de porter cette réforme ambitieuse et vitale pour l'agriculture. Baptisez-la avec les termes appropriés à cette période préélectorale, mais respectez l'esprit de cette réforme. Je connais le conservatisme de la France, mais votre courage politique permettra à l'agriculture de reconquérir des parts de marché au sein de l'Europe. Et maintenant, j'en arrive à la PAC 2013. Le traité de Lisbonne de 2007 a renouvelé les objectifs du traité de Rome, mais quasiment aucun ne sont aujourd'hui atteints. L'Europe dépend de plus en plus de pays tiers pour nourrir sa population et son déficit global représente l'équivalent de la production d'une surface agricole identique à celle de la France. Nous ne sommes pas autosuffisants. Le démantèlement des protections tarifaires par l'OMC a mis en place cette PAC construite sur la préférence communautaire, et Jacques Sapir vous en a donné l'explication ce matin. Je suis très critique sur ce projet de PAC 2014-2020. Il est réduit à une distribution de budget figée d'ici 2020, tentant de résoudre la quadrature du cercle entre les acquis des Mélodies et la convergence promise aux PECO, les pays d'Europe centrale et orientale qui nous ont rejoints. Le consensus européen arraché par Pacelsolos au début de la mise en place de ce chantier n'existe plus et la crise financière renforce le chacun pour soi. Le dogme de l'ultralibéralisme européen prôné par Madame Fischer-Boel est toujours d'actualité et nous mène dans le mur. On nous fait croire que le budget de la PAC est sauvé, mais on se demande s'il y aura encore un euro à Noël. Monsieur le ministre, une autre PAC est possible. Je vous la résume en 10 propositions. Il faut rééquilibrer nos productions végétales pour sécuriser notre indépendance alimentaire. Rétablir la préférence communautaire par le biais de la régulation. Une harmonisation sociale et fiscale communautaire. Mettre en place la TVA sociale. Passer progressivement d'une politique d'aide à une politique de prix rémunérateur. Je ne pensais pas que vous allez vous réveiller pour ça de vous. À une politique de prix rémunérateur. Il faut réformer les organisations communes de marché pour qu'elles deviennent des organisations communes de production et de marché. Parce qu'un marché, si on organise que le marché et pas la production, on sait où on en est, c'est ce qui se passe en ce moment. Il faut rationaliser les coûts de la PAC. Mettre en place une politique en faveur des circuits courts de commercialisation, favoriser l'autonomie énergétique de l'agriculture, mais pas à base d'éthanol, et enfin créer des normes régionales et uniformiser les exigences en matière de traçabilité, source de distorsion de concurrence au sein de l'Europe et pour les importations des pays tiers. Et maintenant, Monsieur le Ministre, pour en finir, venons-en à ce qui nous inquiète et qui m'inquiète de plus en plus dans cette réforme de la PAC. Je veux parler du verdissement
de la PAC. On a le droit, je ne vois pas pourquoi la couleur verte vous énerve. Vert, c'est quand même l'espoir. Vert, c'est nos prairies. Ce sont nos blés qui germent en ce moment. Mais bon, monsieur le ministre, j'affirme que les agriculteurs sont les premiers écologistes de France. Vous vous déplacez beaucoup dans nos campagnes et vous constatez que la France est belle, car notre agriculture a su s'adapter sur l'ensemble de notre territoire, grâce à l'ingéniosité et la technicité de plusieurs générations d'agriculteurs qui l'ont transmise de père en fils. Je l'ai regardé sur Internet, mais c'est un terme normal, les écolos bobos. Parce que j'ai entendu les écolos bobos, attends, fais gaffe là, c'est politique. Non, écolos bobos, c'est bourgeois bohème, donc il n'y a pas de connotation politique. Les écolos bobos des villes cultivent leurs pots de fleurs ou leurs jardins. Nous les nourrissons en cultivant la France. Alors, monsieur le ministre, nous le savons, tout n'est pas parfait. Mais ce n'est pas l'apocalypse annoncé par certaines associations proches de dérives sectaires, où sur cette terre, c'est l'homme qui devient le problème. Nous sommes confinés l'association finançant des permanents qui siègent et font du lobbying dans tous les ministères et auprès des hommes politiques. Ils méprisent le nouveau système de consultation démocratique sur Internet qui leur permet de faire beaucoup de bruit à peu de frais. Dans les nombreuses réunions où se décide une multitude de contraintes écologiques, nos responsables reviennent toujours et me disent « Bernard, on est en minorité ». Il est grand temps, monsieur le ministre, que vous fassiez le ménage. Les syndicats sont issus de scrutins démocratiques. D'ailleurs, 2013 se rapproche. Qui ont lieu tous les 6 ans. Qu'en est-il de ces associations? Il est temps d'aller y mettre le nez. En 10 ans, nous avons donné des preuves de traçabilité et de qualité aux consommateurs. Ils bénéficient d'une alimentation saine et de qualité. Le coût de celle-ci qui nous incombe ne pèse pas lourd dans leur budget alimentaire. Dans le même temps, 25% des agriculteurs ont disparu. Monsieur le ministre, ne nous demandez plus de couvrir une compétition mondiale avec un boulet vert à chaque pied. Une publicité d'un fournisseur d'accès Internet dit que bientôt en France, il y aura plus de hotspots Wi-Fi que de vaches en France, que de vaches. Avec Internet, on peut écrire qu'on a faim, mais pour se nourrir, il faut des vaches et des agriculteurs. En conclusion, monsieur le ministre, je veux vous réaffirmer que nous sommes la population la plus nécessaire à notre société et que nous sommes donc un secteur stratégique, comme le dit Nicolas Sarkozy. La crise des événements politiques dans les pays qui nous entourent le prouve. Il est inconcevable que nous produisions à perte et que vous laissiez l'agriculture aux mains de groupes agroalimentaires sans moyen de négociation équitable, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, l'agriculture doit relever le défi alimentaire qui est devant nous. Elle y parviendra qu'en redonnant de la dignité et de la visibilité aux agriculteurs. Dans une Europe unie et harmonisée, nous devons retrouver des prix rémunérateurs garants de notre avenir. Alors c'est tout cela que nous attendons de vous et de notre gouvernement, pas dans les discours, mais essentiellement dans les actes. Nous voulons travailler, nous voulons nourrir les hommes, et nous voulons vivre de notre beau métier. Écoutez, Monsieur le Président, j'ai très heureux de participer à un congrès où on arrive à faire applaudir le nom de Nicolas Sarkozy. Très heureux de participer pour la première fois pour un ministre de l'Agriculture à un congrès de la coordination rurale.
Jusqu'à présent, aucun de mes prédécesseurs n'avait eu le courage de venir vous rencontrer. Étant donné la chaleur de votre accueil, c'est pas de courage dont on a besoin comme ministre de l'Agriculture, c'est tout simplement d'un peu de bon sens. Il fallait venir vous voir pour le faire, et ça aurait beaucoup plaisir. Je peux vous dire aussi que je me suis retrouvé dans beaucoup de propos que vous avez tenus. Et avant qu'on vienne aux détails qui peuvent fâcher, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Je veux dire que je suis aussi ici pour affirmer haut et fort, comme vous, que les paysans ne sont pas le passé ou la nostalgie de la France. Les paysans sont l'avenir de notre nation. Les paysans sont l'avenir de la France. Je suis venu aussi ici pour affirmer que les paysans ne demandent pas des subventions, ne demandent pas de vivre de l'assistance de l'État, ne demandent pas toujours plus de primes de la part de l'Union européenne et toujours plus de complexité administrative. Avec, ils veulent effectivement, et je me bats pour cela, des prix rémunérateurs. Et ces prix, nous vous les donnerons, nous vous les avons déjà fait progresser, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je sais aussi que les paysans français sont les premiers à défendre l'environnement en France. Et ils ne le font pas depuis un an ou deux, ils le font depuis des années. Et je dis haut et fort que vous n'avez aucun conseil à recevoir de tous ceux qui croient connaître l'agriculture française parce qu'ils cultivent des radis noirs sur le toit de leur loft parisien. J'en viens directement en fait parce que mon temps est malheureusement compté et que je veux avoir l'occasion de répondre aux questions que vous m'avez posées. Sur les contrats d'abord. Oui, je défends depuis que je suis ministre de l'Agriculture l'idée des contrats. Parce que les contrats sont la condition pour vous de la stabilité de vos revenus et de la visibilité sur vos revenus. Alors bien entendu, quand on met en place une politique nouvelle, c'est compliqué. Il y en a toujours qui cherchent à profiter de la situation. Il ne m'a pas échappé que certains industriels, que je ne nommerai pas, ont voulu abuser de la situation pour vous imposer des conditions qui sont des conditions inacceptables, qui vous mettraient en situation de dépendance par rapport à l'industrie agroalimentaire, alors même que tout l'objectif des contrats n'est pas de vous placer en situation de dépendance par rapport aux industriels, mais en situation d'équité entre les producteurs et les industriels. Vous aurez le 15 décembre l'adoption du paquet lait à Bruxelles pour lequel je me bats depuis 2 ans. Vous demandez des actes, vous avez des actes. Dans ce paquet lait, pour la première fois dans notre pays, vous producteurs, notamment les producteurs de lait, vous aurez la possibilité de vous organiser à 3 000, à 4 000, à 5 000 si vous le souhaitez, pour vous mettre collectivement dans une même structure qui négociera d'égal à égal entre la structure des producteurs et les industriels eux-mêmes. C'est quand même autre chose de négocier à 4 000 ou 5 000 le prix du lait avec les industriels, plutôt que de le négocier comme vous le faites actuellement, soit seul dans votre exploitation, soit une centaine à 200 ou à 300. J'ai obtenu la modification du droit de la concurrence. J'ai obtenu la capacité pour les producteurs de se regrouper. J'ai obtenu la possibilité pour vous de négocier d'égal à égal les termes de votre contrat avec les industriels et je ferai respecter l'équité de cette négociation entre les producteurs et les industriels. Et une négociation équitable sur les contrats, c'est celle qui vous garantira des prix stables et une visibilité sur vos revenus. Car vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais regardez la situation précédente. Aucune visibilité sur vos revenus. Une crise en 2009 où certains d'entre vous ont perdu 50, 60% de leurs revenus parce que le prix du lait s'était effondré. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer avec des investissements en matière laitière qui se chiffrent en centaines de milliers d'euros et une incapacité pour celui qui investit cette centaine de milliers d'euros de savoir ce qu'il va gagner dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2. Moi, ma responsabilité de ministre de l'Agriculture, c'est de vous donner de la visibilité sur votre revenu. C'est de garantir l'équité des contrats. C'est de faire en sorte que lorsque vous réalisez un investissement, vous sachiez ce que vous allez gagner dans 3 ans, dans 4 ans et dans 5 ans. Et ma responsabilité de ministre de l'Agriculture, c'est de rétablir un équilibre entre industriels, agroalimentaires et producteurs. Ce n'était pas la situation avant que j'arrive, ce sera la situation quand je serai parti de ce ministère. Vous aurez la capacité de négocier d'égal à égal entre producteurs et industriels métiers. S'agissant du coût du travail, là aussi, j'entends parfaitement les critiques. Enfin, regardons quand même les choses.
Je sais que j'ai affaire ici à des personnes honnêtes. Je vais vous dire, pour un responsable politique, avoir affaire à des personnes honnêtes, ça n'est malheureusement pas monnaie courante. Mais c'est donc pas aujourd'hui. Vous aurez donc, puisque vous êtes des personnes honnêtes, l'honnêteté de reconnaître que le seul ministre de l'Agriculture qui vous a fait baisser votre coût du travail depuis 3 ans, même si j'ai bien conscience que pour beaucoup d'exploitations, ça n'est pas assez, c'est votre ministre de l'Agriculture actuel. Nous avons fait baisser le coût du travail occasionnel à 9,23 € de l'heure précisément, 1,30 € de moins que ce qui était la réalité avant que je sois ministre de l'Agriculture. J'ai convaincu le Premier ministre et le Président de la République de réduire les charges sur le travail occasionnel, ce qui pour certaines filières, notamment la viticulture, notamment les fruits et légumes, est une avancée importante. C'est pas assez, mais c'est une avancée, c'est un fait et c'est un acte. J'ai également obtenu qu'en matière, je vais y venir, j'ai également obtenu qu'en matière de coût du travail permanent, au 1er janvier 2012, pour un coût qui représente 250 millions d'euros pour le budget de l'État, ne l'oublions pas. Au 1er janvier 2012, sur le travail permanent, vous aurez 1 € de moins à payer pour chaque ouvrier que vous embaucherez. Là aussi, c'est un progrès. Je ne dis pas que c'est miraculeux, je ne dis pas que ça résout tous vos problèmes, je dis simplement que nous sommes dans la bonne direction et que l'allègement du coût du travail, moi je ne me contente pas d'en parler, je ne me contente pas de le commenter sur les plateaux de télévision, je vous dis que sur le travail occasionnel, comme sur le travail permanent à partir du 1er janvier 2012, vous aurez un allègement des charges sur le travail agricole dans ce pays. Ça c'est un fait, ça c'est une réalité, et j'espère que vous aurez l'honnêteté de le reconnaître. De la même façon, jugez aux actes. Et si vous voulez faire des comparaisons, car la politique est affaire de comparaison, je vous recommande chaudement la lecture de l'accord qui a été conclu entre le Parti socialiste et les Verts sur l'avenir de l'agriculture française. Si vous voulez passer de mauvaises nuits dans les semaines à venir, lisez cet accord et vous verrez ce qu'on vous prépare. Nous, au moins, nous sommes dans la bonne direction. Le coût du travail, on a conscience que c'est une difficulté majeure pour vous. Et on a conscience qu'il faudra aller plus loin. Et cette conscience-là, je ne l'appuie pas sur des déclarations, je l'appuie, une fois encore, sur des faits et sur des actes. Alors oui, la situation est encore parfaite. Et notamment parce qu'il y a un déséquilibre majeur entre la situation en France et la situation en Allemagne. Parce qu'en France, vous n'avez pas la possibilité, et ce n'est pas une possibilité que je souhaite ouvrir dans notre pays, d'embaucher des ouvriers dans l'industrie agroalimentaire, d'embaucher des ouvriers dans les abattoirs, d'embaucher des ouvriers sur les exploitations arboricoles ou de viticulture à 4, 5 ou 6 € de l'heure, et je ne souhaite que cela n'arrive jamais en France. Car le dumping social, ce n'est pas la politique que nous voulons poursuivre. Ce que nous voulons, c'est une harmonisation européenne et la réduction de vos coûts de production pour que vous soyez compétitifs. Alors oui, il faudra avancer plus loin. Et oui, je le dis, je suis favorable à une réduction plus importante des charges qui pèsent sur le travail dans ce pays. On ne peut pas continuer à financer notre protection sociale sur le travail, ou bien on mettra la clé sous la porte de toutes nos usines et la clé sous la porte de toutes nos exploitations agricoles. Et chacun doit en prendre conscience. Mais là aussi, regardez, qu'est-ce qui fait partie de nos propositions? Nous voulons, avec notre famille politique, poursuivre l'allègement du coût du travail, aussi bien pour l'industrie que pour l'agriculture. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas sur la base de la TVA sociale? Je le dis, vous savez que je suis exprimé publiquement là-dessus, je ne suis pas favorable à la TVA sociale en tant que telle. Laissez-moi expliquer la solution sur laquelle nous travaillons. Faire la TVA sociale en tant que telle, ça veut dire quoi? Ça veut dire transférer le financement des exploitations agricoles exclusivement vers le consommateur. Ça veut dire faire monter le taux de TVA de 19,6 à 21 ou à 22. Est-ce que vous pensez que le consommateur sera satisfait? Est-ce que vous pensez que ça va augmenter la consommation des Français? J'en suis pas persuadé. Oui, il faut retirer les charges qui pèsent aujourd'hui sur le coût du travail. Mais on peut les transférer sur une autre base que exclusivement la TVA. Vous verrez que nous ferons dès la semaine prochaine des propositions qui permettront d'alléger massivement le coût du travail dans l'ensemble de l'économie française et pas simplement dans l'agriculture, parce que le faire simplement dans l'agriculture, ça est tout simplement
pas concevable. C'est sur l'ensemble de l'économie française qu'il faut alléger le coût du travail pour gagner en compétitivité et faire en sorte que ceux qui embauchent dans notre pays soient davantage favorisés que ceux qui n'embauchent pas ou que ceux qui ne travaillent pas. C'est la ligne que nous suivrons et c'est la ligne que nous défendrons dès la semaine prochaine. En avançant dans ce domaine-là, nous rétablirons votre compétitivité. Car votre problème clé, c'est bien celui de la défense de la compétitivité et des prix rémunérateurs dans vos filières. Être compétitif, c'est pouvoir exporter. Et exporter, c'est avoir la garantie de prix plus rémunérateurs. Regardez ce qui s'est passé dans la filière bovine. Là aussi, prenez les faits. Regardez la réalité de la situation. Pendant des années, on a expliqué qu'il ne fallait pas organiser l'exportation des bovins en France. On a expliqué que la seule solution, c'était davantage de subventions ou davantage d'aide. Moi, j'ai suivi une voie différente. Je suis allé en Russie ouvrir le marché russe, qui vous était fermé depuis des années. Je suis allé en Turquie ouvrir le marché turc, qui vous était fermé depuis des années. On a ouvert un certain nombre d'autres marchés en Afrique du Nord également. Pour la première fois depuis des années, le prix de vente de chaque kilo de viande dans ce pays a enfin augmenté. Donc les prix rémunérateurs, vous les aurez par l'exportation. Vous ne les aurez pas exclusivement par l'augmentation de la consommation en France. Les prix rémunérateurs, vous les aurez si on organise des filières pour qu'elles puissent prendre des parts de marché à l'étranger. Pas uniquement en essayant de vous rattraper sur la consommation française. Les prix rémunérateurs, vous les aurez en ayant des coûts de production plus faibles, un coût du travail plus faible, qui vous permettra d'être compétitif par rapport à nos grands voisins allemands. Les prix rémunérateurs, vous les aurez parce qu'il y aura des consommateurs à l'étranger qui achèteront vos produits de qualité et qui feront monter les prix. Regardez la réalité des prix dans la viande bovine. Une fois encore, ils ont augmenté depuis quelques mois alors qu'ils n'avaient pas augmenté depuis des années et ils augmentent parce qu'ils sont tirés par les marchés à l'exportation. On peut expliquer tout ce que l'on voudra. La seule solution qui existe pour les prix rémunérateurs, c'est la réduction des coûts de production d'un côté, l'allègement du coût du travail, et de l'autre, l'exportation de vos produits de qualité vers les marchés qui les demandent. C'est ce que nous faisons sur la viticulture, c'est ce que nous faisons sur la filière bovine, et cela donne des résultats. Alors, bien entendu, tout cela ne suffira pas si nous ne maintenons pas une politique agricole commune qui soit la plus ambitieuse possible. Vous dites non au libéralisme absolu. Mais très franchement, quel est le ministre qui a engagé, une fois encore, le travail de la politique agricole commune vers plus de régulation? Le paquet lait, c'est quoi sinon de la régulation? Qui avait décidé de supprimer l'ensemble des instruments d'intervention sur les marchés? Lorsque je suis arrivé en 2009, quels étaient les instruments d'intervention de marché qui étaient maintenus? Est-ce qu'il y avait encore une possibilité de faire du stockage? Il n'y en avait plus. Est-ce qu'il y avait encore une possibilité de faire des restitutions? Il n'y en avait plus. Est-ce qu'il y avait encore une possibilité d'avoir un contrôle sur l'ensemble des volumes? L'abandon avait déjà été décidé. Barnier s'est abstenu. Je ne m'appelle pas Michel Barnier. Ça ne vous a pas échappé. Moi, je vous ai remis de la régulation sur l'ensemble des secteurs. Vous avez le paquet lait. Le paquet lait, c'est quoi? C'est le jour où le prix s'effondre, le maintien de la possibilité pour la Commission européenne d'intervenir sur les marchés pour faire du stockage et faire remonter les prix. Exactement ce que nous avons fait en 2009. Vous avez déjà oublié l'appel de Paris? Les 20 États que j'ai mobilisés pour faire en sorte qu'on maintienne une régulation européenne des marchés agricoles? Vous avez déjà oublié l'intervention de 600 millions d'euros sur les marchés, à ma demande, sur mon intervention, après une bataille difficile, pour faire en sorte que les prix du lait remontent et ne soient pas au niveau où ils étaient en 2009? Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez eu un ministre libéral? Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez eu un ministre de l'Agriculture français qui avait dit « je ne peux rien faire, laissez passer ». Je suis intervenu massivement, j'ai mobilisé des États et les prix sont remontés. Donc oui, je crois à la régulation des marchés, oui, je me bats pour la régulation des marchés et nous obtiendrons gain de cause parce que c'est la seule solution pour sauver l'agriculture française et la seule solution pour maintenir une agriculture en Europe. Le libéralisme total en matière agricole, c'est la fin de l'agriculture en Europe. La régulation des marchés, c'est la seule solution pour maintenir votre activité dans les années à venir. Et de la même façon, sur le budget de la PAC, on peut toujours tout critiquer, bien sûr qu'il faut des prix rémunérateurs. Bien sûr que c'est la condition de votre activité et de la dignité de votre activité. Simplement, même avec des prix rémunérateurs, dans certaines régions, sur certaines activités, vous
continuerez à avoir besoin des aides de la politique agricole commune. L'indemnité compensatrice de handicap naturel, elle restera obligatoire dans les zones de montagne. Comment voulez-vous faire sur l'ICHN? Comment voulez-vous faire sur la prime à la vache allaitante? Comment voulez-vous faire sur la prime herbagère environnementale? Vous préférez qu'on supprime tout ça? Très bien, ça me demandera moins de travail. Je peux rester chez moi et ne pas m'occuper à défendre la PHAE, l'ICHN ou l'ensemble des aides qui permettent à certains filières de l'agriculture française de rester vivantes aujourd'hui. Moi, je suis attaché à la diversité de l'agriculture française. Je veux maintenir une agriculture dans les zones de montagne. Eh bien, nous ne maintiendrons pas une agriculture dans les zones de montagne si on ne maintient pas l'indemnité compensatrice de handicap naturel. Et je me battrai jusqu'au bout pour qu'on ait les budgets nécessaires pour maintenir cette ICHN. C'est tout ce que je veux dire quand je dis qu'il faut maintenir les aides de la politique agricole commune. Eh bien, lorsque j'ai pris ces dossiers en main, je ne connaissais pas parfaitement la situation. Proposition de la Commission européenne, baisser de 30 à 40% l'ensemble du budget de la politique agricole commune. Vous pensez que la situation aurait été bonne pour vous si le budget que je gère n'avait pas été de 11 milliards d'euros, mais de 7 milliards d'euros chaque année? Pensez réellement que ça aurait été un plus pour vous? Après 2 ans de négociations, on a obtenu le maintien du budget de la politique agricole commune à l'euro près. Eh bien, je dis que pour tous les paysans français, le maintien du budget de la politique agricole commune, c'est une victoire majeure. Et je continuerai à soutenir que maintenir à l'euro près le budget de la politique agricole commune, pour vous tous qui êtes ici, c'est pas un moins, c'est un plus. C'est pas un défaut, c'est un avantage. Car vous en aurez besoin à l'avenir, quoi qu'il arrive. Le jour où les prix s'effondrent, vous intervenez avec quel argent si vous n'avez pas l'argent de la politique agricole commune? Le jour où il faut réguler les marchés, vous les régulez comment s'il n'y a pas d'argent de la politique agricole commune? Les paysans qui sont en Savoie, qui sont dans les Pyrénées-Atlantiques, qui sont dans le Jura et dans les zones de montagne, vous les aidez comment s'il n'y a pas de politique agricole commune? Donc oui, nous avons besoin d'une politique agricole commune forte, une politique agricole commune qui régule, et une politique agricole commune qui soutient ceux qui en ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Je souhaite aussi que cette politique agricole commune soit fondée sur un strict principe de réciprocité en matière commerciale. Et je continuerai là aussi à me battre pour ces idées-là, qui sont simples et qui sont de bon sens. On ne peut pas demander à un producteur de porc en France, dans le Nord, en Normandie ou ailleurs, d'adopter des règles environnementales parmi les plus strictes au monde, d'adopter des règles de respect du bien-être animal qui sont les seules qui existent au monde, et que non, ni les Argentins, ni les Brésiliens, ni les Américains, ni aucune région productrice de porc, leur demander d'adopter des règles sanitaires qui sont les plus rigoureuses au monde, et puis en même temps leur dire qu'on laisse ouvert tout grand nos frontières à l'importation de produits qui ne respectent ni ces règles sanitaires, ni ces règles environnementales, ni ces règles de bien-être animal. C'est du bon sens, et je continuerai à me battre pour une stricte réciprocité en matière commerciale, pour défendre les intérêts des producteurs à qui on demande ces efforts en termes de règles et de normes. Je me battrai également pour que, en matière environnementale, on reste dans la ligne du bon sens. Vous avez déjà fait le choix de l'environnement. Mais faire le choix de l'environnement, ça ne veut pas dire renoncer au choix de la production. Faire le choix de l'environnement, ça ne veut pas dire oublier les règles économiques de bon sens. Faire le choix de l'environnement, ça ne veut pas dire oublier qu'on est dans un marché unique. Et que par conséquent, les règles qu'on applique doivent être ni plus ni moins les règles qu'appliquent les Italiens, les Espagnols ou les Allemands. Là aussi, j'estime avoir infléchi le cours des choses depuis 3 ans, en fixant sur les règles environnementales 3 principes très simples. Premier principe, des règles qui tiennent compte de la réalité économique des exploitants agricoles. On ne peut pas demander à un exploitant agricole les mêmes efforts en matière environnementale lorsque les prix s'effondrent comme en 2009, lorsque vous perdez 50% de votre revenu, lorsque les trésoreries sont à sec, ou lorsque les choses vont très bien et qu'on peut se permettre un peu plus de liberté. Deuxième règle toute simple, faisons preuve d'un peu de pragmatisme. Faisons preuve d'un peu de souplesse dans l'application de ces règles. Pas besoin d'être tatillon, pas besoin d'avoir un souci administratif exagéré, pas besoin de vouloir respecter à 0,01% les 100% de couvert hivernal, lorsque 25% serait largement suffisant. Pas besoin de mesurer les centimètres près, de savoir si la bande enherbée fait bien de 2,5 mètres ou de 2,50 mètres. Alors oui, c'est une bataille difficile. Oui, c'est une bataille
Parce que expliquer cela, c'est rappeler simplement que derrière le travail des paysans, il y a un travail difficile, il y a un travail qui est lourd, il y a un travail que particulièrement certaines personnes de la société française ne connaissent pas et mésestiment. Et parce que je n'hésite pas à dire qu'une grande partie de la société française s'est tout simplement coupée de ses paysans. Et vous me permettrez de terminer par là, en regrettant de pouvoir rester plus de temps avec vous. L'enjeu principal dans toutes nos discussions, et de ce cadre que j'ai fixé à l'agriculture française, est très simple. C'est que les Français reprennent le contact avec leurs paysans, qui comprennent leurs difficultés, qui comprennent la réalité de leur travail, qu'ils arrêtent de se faire des représentations fausses de ce qu'est le travail paysan aujourd'hui, qu'ils arrêtent de les stigmatiser et de les accuser de tous les maux en matière environnementale, alors que depuis des années, vous vous battez pour améliorer l'environnement dans ce pays, et que ce que vous faites, les autres ne le font pas. Qu'ils comprennent que le métier de paysan n'est pas un métier largement rémunérateur, et que vous vivez difficilement avec un travail qui est lourd, que lorsqu'on est éleveur en France, on travaille 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, sans compter ses horaires, en travaillant la nuit lorsqu'il y a des vélages, en s'occupant des animaux qui sont malades, sans jamais prendre de semaine de vacances. Et si c'est pour toucher 700 800 euros par mois, je comprends que les paysans ne soient pas contents, et je comprends qu'ils aient le sentiment d'être mésestimés par la société française. Le premier de mes travaux et la première de mes responsabilités, c'est que tous les Français reprennent conscience de ce qu'est le métier de paysan, que nous le défendions, et on ne le défendra pas en étant isolés les uns contre les autres, syndicats contre syndicats, ministres contre professionnels, producteurs contre industriels, mais en se rassemblant, en faisant preuve de dialogue, en faisant preuve d'écoute. C'est tout le sens de mon déplacement aujourd'hui parmi vous. Je suis avec vous, je suis là pour vous défendre, et si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais pas fait le déplacement, je serais Poitiers. Je vous remercie.